Imaginez la scène. 80 000 personnes massées dans l'A.T&T Stadium de Dallas, au Texas. Dehors, il fait près de 34 degrés. Une mer de bleu et de blanc s'étire de la pelouse au toit. Et au point de pénalty, après 8 minutes du plus grand match de groupe, se tient le footballeur le plus titré de tous les temps. Calme comme un homme qui commande un café, prêt à entrer dans la légende. Il ne le fait pas. Le ballon file à droite du but. Il ne touche pas le poteau. Il n'est pas arrêté par un gardien qui plonge pour la parade de sa vie. Il passe simplement à côté. De l'air. Un but ouvert. Et la foule fait alors quelque chose que l'on n'entend presque jamais dans un stade aussi bruyant. Elle se tait complètement. Pas discrètement silencieuse, muette. Ce silence que l'on entend une ou deux fois dans une vie de sport en direct, quand un événement vraiment inattendu coupe net le bruit de 80 000 êtres humains et les coupe en pleine inspiration. C'était Lionel Messi, 38 ans, 6 Coupes du Monde, plus de sélections que n'importe quel joueur de champ dans l'histoire du football. Il s'est lancé pour un penalty qui devait le faire le meilleur buteur de tous les temps dans l'histoire de la Coupe du Monde masculine FIFA. Et il l'a manqué si doucement, si anticlimatiquement, que pendant un instant tout le stade a paru se demander si cela venait vraiment d'arriver. C'était arrivé. Et ce qui a suivi, ce fut 45 minutes de pression autrichienne continue, 2 décisions de VAR parmi les plus débattues du tournoi jusqu'ici, un but que l'on reverra dans les temps forts pendant les 50 prochaines années, et un score final de 2-0 qui ne raconte qu'un tiers de ce qui s'est vraiment passé sur cette pelouse le 22 juin 2026 à Dallas, au Texas. Voici l'histoire de ce match, mais aussi celle du tournoi qui l'entoure, car Argentine-Autriche ne s'est pas joué hors sol. Il s'est joué dans une Coupe du Monde FIFA qui, après 2 journées seulement, produit autant de polémiques en dehors du terrain que de spectacles sur le terrain. Et si l'on veut comprendre pourquoi une décision de penalty, dans un match de phase de groupe, est discutée dans des cercles politiques sur 3 continents, il faut comprendre ce que la FIFA a fait ces 18 derniers mois. Mais d'abord, le football. Le penalty est né d'une intervention du VAR qui a inversé la décision initiale. Lautaro Martinez a reçu une passe de Messi dans la surface autrichienne et s'est écroulé au moment où Xaver Schlager et Stefan Posch venaient au duel. En direct, l'arbitre n'a pas vu assez pour arrêter le jeu. Puis le VAR est intervenu. La vérification a duré un peu plus de 2 minutes. L'arbitre est allé devant l'écran, a revu l'action et a désigné le point de pénalty. L'Autriche l'ont entouré si vite que la scène semblait chorégraphiée. Leur argument était clair. Martinez avait commencé à tomber avant le plein contact. Le duel était physique, oui. Les crampons de Schlager ont bien accroché l'arrière de la cheville de Martinez. L'image par image le confirme. Mais selon eux, l'intensité était loin du seuil requis pour accorder un penalty, selon les lois du jeu. Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien, qui avait un jour donné à la mi-temps d'un match de coupe en Allemagne une conférence de presse devenue un moment viral dans l'histoire du management footballistique, était debout et protestait avec une force qui disait qu'il ne se contentait pas d'évacuer sa frustration. Il voulait faire passer un message. Sous plusieurs angles, l'action reste discutable. Le contact existe. La réaction est, en langage réglementaire, ambiguë. Penalty dans certains matchs. Carton jaune pour simulation dans d'autres. Dans ce mondial, après VAR, ce fut penalty. Et Messi, qui a transformé des penaltys en finale de Ligue des Champions, dans des matchs à élimination directe de mondial et dans des finales de Copa América, s'est avancé face à un gardien jamais affronté dans un grand tournoi, puis a roulé le ballon à droite du but. Alexander Schlager, 29 ans, gardien du RB Leipzig et même pas numéro 1 autrichien pressenti avant le tournoi, avait lu le tir. Il est parti du bon côté. Mais le ballon a rendu son intervention inutile en passant complètement à côté. Son expression lorsqu'il s'est retourné vers le public montrait que lui-même n'était pas certain de ce qui venait de se passer. Ce qui s'est produit ensuite distingue une équipe sérieuse d'une sélection de papier. L'Autriche n'a pas reculé. Elle a pressé. Marcel Sabitzer, l'un des meilleurs milieux à n'avoir jamais disputé de Coupe du Monde avant 31 ans, s'est mis à gagner des ballons au milieu avec une puissance et une intelligence absentes lors du premier match autrichien. Nicolas Seiwald, 23 ans, déjà comparé au jeune Toni Kroos pour son économie de passe, a contrôlé le tempo dans l'axe pendant 20 minutes entières. Et Kevin Danso, le défenseur central de Tottenham Hotspur, qui avait passé l'avant-tournoi à répondre sur son choix de représenter l'Autriche plutôt que le Ghana, a signé 2 interventions aux 54e et 56e minutes. D'abord un tacle pour contrer Nico Gonzalez, puis une tête parfaite pour priver Thiago Almada d'une vraie fenêtre de tir.
2 gestes superbes, et ensemble la raison pour laquelle le capitaine argentin lancé à la poursuite du record devrait patienter encore. Pendant les 21 minutes après le pénalty manqué, sans contexte, vous n'auriez pas identifié l'Argentine comme la championne du monde en titre ni comme la favorite du tournoi. Vous auriez vu 2 équipes organisées, dont l'une était légèrement plus à l'aise dans la possession, mais aucune sur le point de marquer. Puis est arrivée la 36e minute, et ce but ne se contente pas d'entrer dans les filets, il raconte une histoire. Facundo Medina, le défenseur de Lanz qui jouait le football le plus important de sa carrière comme central argentin, a envoyé une passe vers l'avant. Thiago Almada l'a reçu dans l'axe à environ 23 mètres du but et a fait ce que tous les attaquants de ce niveau savent faire mais que très peu font sous pression maximale. Il a marqué un temps. Il a laissé le ballon passer. Il n'a pas frappé. Il n'a pas passé. Il a simplement laissé le ballon continuer sa route, parce qu'il avait déjà vu, du coin de l'œil, que Messi arrivait derrière lui. Et il a compris, sans mots, signes ni gestes, exactement ce que Messi allait en faire. Le ballon a roulé. Messi est arrivé. Une touche. Pied gauche. À l'intérieur du premier poteau de Schlager, puis sur l'intérieur du poteau droit et au fond. Le son qui a suivi, selon plusieurs témoins dans le stade, différait vraiment du bruit précédent. Pas forcément plus fort. Différent. Le son qui naît lorsque 80 000 personnes vivent une libération commune après avoir longtemps retenu quelque chose. 17 buts en Coupe du Monde, seul, sans partage. Le record de Miroslav Klose tenait depuis 2014, lorsqu'il avait inscrit son 16e but contre le Brésil en demi-finale, à l'Estadio Mineirão de Belo Horizonte, dans ce match terminé sur un 7-1 et qui reste 12 ans plus tard un des résultats les plus traumatisants de l'histoire du football brésilien. Klose avait conservé ce record pendant 3 tournois, de 2002 à 2014. Il avait inscrit 16 buts en 67 sélections avec l'Allemagne en 18 ans de carrière internationale. Il avait pris sa retraite internationale au lendemain de la finale de 2014. Il n'a jamais marqué d'autres buts en Coupe du Monde parce qu'il n'a jamais rejoué de Coupe du Monde. Ce record semblait permanent pour des raisons au-delà du chiffre. Il semblait permanent par la qualité des joueurs qu'il avait retattaqués sans y parvenir. Ronaldo avait essayé. Le Ronaldo du Brésil, pas celui du Portugal. Le Ronaldo de l'ère des 9 ballons d'or n'entre pas ici. Il avait essayé et terminé à 15. Gerd Müller avait tenté en 2 tournois et s'est arrêté à 14. Pelé en avait marqué 12. Le record avait résisté à tous les prétendants. Et puis Messi est arrivé à Dallas, a manqué un pénalty à la 8e minute et l'a battu à la 36e. Sa réaction pour ceux qui suivent l'archive émotionnelle de sa carrière différait de ses célébrations de records précédentes. Il n'a pas sprinté. Il n'a pas sauté. Il a trottiné vers le poteau de corner, bras ouverts, comme il le fait toujours, ce geste photographié des milliers de fois en 20 ans d'élite. Mais il y avait quelque chose dans son allure, dans la lenteur du mouvement, qui suggérait le poids particulier de ce moment. Plusieurs de ses coéquipiers pleuraient. Emiliano Martinez, le gardien argentin, peu connu pour ses démonstrations publiques d'émotion, semblait visiblement touché. Scaloni, le sélectionneur, est resté immobile sur la touche quelques secondes avant de réagir. Le match n'était pourtant pas terminé. L'Autriche avait encore 45 minutes et un changement. Rangnick a lancé Marko Arnautovic à la pause, l'attaquant autrichien présent avec la sélection depuis 3 grands tournois et qui apporte devant une présence physique et directe qu'aucun autre Autrichien ne reproduit devant. À 34 ans, Arnautovic n'est plus le joueur qu'il était à son sommet à West Ham ou Stoke City, mais il gagne encore des duels aériens, il conserve encore le ballon, il crée encore ses seconds ballons qui transforment la possession en vrai danger. Son entrée a aussitôt modifié l'attaque autrichienne. Ils ont joué plus long, plus direct. Et pendant les 20 premières minutes après la pause, la défense argentine, Medina, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nahuel Molina, a été étirée et mal à l'aise comme jamais en première mi-temps. Sabitzer a frappé un coup franc du côté gauche de la surface que Emiliano Martinez a dû détourner au-dessus de sa barre. González, entré pour l'Argentine, a repris un corner de la tête depuis une bonne position et l'a envoyé de peu à côté. L'Autriche s'est créé 5 vraies occasions en seconde période. Pas des occasions toutes faites, mais des moments où l'issue restait incertaine. C'est bien plus que ce que la plupart des équipes produisent donc contre cette Argentine sur 90 minutes. Puis vint la deuxième controverse arbitrale. Enzo Fernandez a semblé prendre un coup de coude au visage lors d'un duel aérien dans le camp autrichien. Le contact était visible sur les images de la retransmission. L'Autriche a réclamé un pénalty. Plusieurs joueurs autrichiens se sont jetés au sol pour protester. L'arbitre a laissé jouer.
Il n'est pas allé consulter l'écran du VAR. Il n'a pas marqué de pause. Il a fait signe de continuer. La réaction de Rangnick sur la touche fut encore plus appuyée que celle du pénalty de la première période. Le message était clair et il l'a formulé ouvertement en conférence de presse d'après-match. 2 actions, toutes 2 avec contact, toutes 2 d'une gravité incertaine, avaient été jugées de manière totalement différente. L'une avait conduit au VAR et au pénalty. L'autre avait été écartée sans vérification. Le sélectionneur autrichien voulait que les officiels expliquent publiquement comment ces 2 décisions pouvaient être cohérentes. Ils ne l'ont pas encore fait. Les évaluateurs arbitraux de la FIFA examinent le match, comme tous les matchs. Leurs conclusions seront transmises en interne. Elles ne seront presque sûrement pas publiées sous une forme satisfaisant la Fédération autrichienne de football ou le public international qui suit ce débat. Et c'est ici que sport et politique deviennent impossibles à séparer. Car Gianni Infantino, président de la FIFA depuis 2016, a passé les 18 derniers mois à prendre des décisions qui ont suscité plus de controverses institutionnelles que tout ce que l'organisation avait connu depuis le scandale de corruption de 2015. En résumé, ce scandale avait donné lieu à un acte d'accusation fédéral de 47 chefs du département de la justice des États-Unis, à l'arrestation de 7 hauts responsables de la FIFA dans un hôtel de luxe à Zurich à 5 heures du matin par la police suisse à la demande du FBI et à plus de 150 millions de dollars de pots de vin et rétrocommissions liés à l'attribution de Coupes du Monde et de contrats de diffusion en Amérique latine et dans les Caraïbes. Sepp Blatter, alors président de la FIFA, avait démissionné. Son successeur désigné, Michel Platini, avait été suspendu du football 4 ans. Et Gianni Infantino, alors secrétaire général de l'UEFA, s'était présenté comme le candidat réformateur, l'homme qui nettoierait le système corrompu par ses prédécesseurs. C'était il y a 10 ans. Nous y voilà. En décembre 2025, Infantino a annoncé la création du prix FIFA de la paix. Il l'a ensuite remis personnellement, lors du tirage officiel de la Coupe du Monde organisé à Washington, D.C., à Donald Trump, l'actuel président des États-Unis et chef du pays hôte. La cérémonie a été diffusée à l'international. Fair Square, une organisation de droits humains surveillant la gouvernance du sport international, a déposé une plainte officielle auprès de la commission d'éthique de la FIFA en 72 heures, en identifiant 4 violations des statuts de la FIFA sur la neutralité politique. La plainte cite les articles 12 à 15 du Code d'éthique de la FIFA. Elle n'est pas encore tranchée. À part, le Comité international olympique a ouvert une enquête formelle sur Infantino après son apparition à une réunion appelée Board of Peace, où il portait une casquette rouge avec les inscriptions USA et 45 à 47. Ces nombres renvoyant aux 2 présidences non consécutives de Trump, la 45e et la 47e. Infantino avait déclaré publiquement, dans des propos largement repris, qu'il pensait que tout le monde devrait faire ce que Trump est en train de faire. Le CIO, lui-même dans une relation compliquée avec la neutralité politique, a néanmoins jugé qu'une enquête se justifiait. Et puis, il y a Platini. Michel Platini, l'ancien milieu de la Juventus et des Bleus, considéré comme l'un des plus grands Européens de l'histoire, et président de l'UEFA de 2007 à 2015 avant d'être suspendu dans le sillage de l'ère Blatter, a engagé en France des poursuites pénales contre Infantino au début de 2026. Platini affirme qu'Infantino a utilisé son poste pour orchestrer des poursuites malveillantes contre lui, citant des réunions précises entre Infantino et des procureurs suisses en 2017 qui, selon lui, visaient pour nuire à sa crédibilité et l'écarter de la course à la direction de la FIFA. Ce sont des accusations dans des procédures en cours, pas des faits établis. Mais le fait que 2 anciens présidents et une enquête actuelle du CIO visent en même temps la même personne n'est pas un détail qui disparaît. Dans ce décor, un arbitre somalien nommé Omar Artan est arrivé à l'aéroport international de Miami le 6 juin 2026, 2 jours avant l'ouverture prévue de la Coupe du Monde, muni d'une accréditation valable pour le tournoi, d'un passeport diplomatique et d'un visa que la FIFA avait confirmé en règle. Il a été mis à l'écart par les douanes et la protection des frontières américaines pour un interrogatoire devenu 11 heures. Aucune infraction précise n'a été citée, aucune accusation pénale n'a été formulée. Il a été expulsé. La raison officielle, des préoccupations de vérification. La Somalie figure sur une liste de restrictions de voyage de l'administration Trump. Artan avait été désigné arbitre africain de l'année 2025. Il devait devenir le premier Somalien à officier lors d'une Coupe du Monde masculine FIFA.
Il avait arbitré des matchs de Coupe d'Afrique, des Nations et de compétitions de l'UEFA via le programme international d'échange d'arbitres de la FIFA. Ian Wright, l'ancien international anglais, aujourd'hui une des grandes voix du football télévisé mondial, a décrit la situation comme une honte et comme un manquement de la FIFA à protéger ses officiels contre l'ingérence politique du pays hôte. Il n'était pas seul. La réponse officielle de la FIFA: les décisions migratoires relèvent d'États souverains et la FIFA n'intervient pas aux frontières du pays hôte. Artan recevrait tous ses honoraires d'arbitrage pour la Coupe du Monde sans avoir dirigé un match. De retour à Mogadiscio, il a été accueilli à l'aéroport par des centaines de soutiens qui ont vu son expulsion comme un geste politique, pas comme un contretemps administratif, parce que c'est ce qu'elle était. Le tournoi a aussi produit, dès la première semaine, une erreur technique confirmée dans les graphiques du VAR lors du match d'ouverture de la Suisse contre le Qatar dans le groupe B. La FIFA a confirmé l'erreur, non dans la décision elle-même, mais dans la visualisation 3D utilisée pour présenter la décision aux diffuseurs et aux supporters. La distinction entre le graphique était faux et la décision était fausse a un sens technique. En pratique, quand le public ne peut pas vérifier seul le processus derrière une décision et que la seule représentation publique disponible de ce processus s'avère erronée, cette différence compte moins que ne le voudrait la communication de la FIFA. C'est dans cet environnement que Lionel Messi a battu le record historique de buts en mondial masculin. Avec 18 buts en 6 tournois à 38 ans, devant 80 près d'un 1000 personnes au Texas, dans un match conclu sur un 2-0 et qui a généré plus de débats après coup que la plupart des finales de Coupe du Monde. Il a inscrit son 18e but, 4 minutes, dans le temps additionnel. Un échange rapide avec Almada dans le camp autrichien. Une course dans le couloir droit que Danso, à ce stade, ne pouvait plus suivre parce que ses jambes avaient ardonné 89 minutes et n'avaient plus rien. Une reprise au premier poteau. À ras de terre, précise, imparable. 18 buts en Coupe du Monde. 5 dans ce tournoi en 2 matchs. 6 matchs consécutifs de Coupe du Monde avec un but, série égalée seulement par le Français Just Fontaine, qu'il avait réalisé lors du tournoi de 1958, en Suède, où il avait marqué 13 buts en 6 rencontres, record de buts par un joueur dans une Coupe du Monde qui n'a jamais été battu et ne le sera peut-être jamais, et par le Brésilien Jairzinho qui avait marqué dans tous les matchs du Mondial 1970 au Mexique, finale incluse. Ce sont des noms d'une autre époque du sport, où l'organisation défensive, le rôle des gardiens et la préparation étaient vraiment différents. Que Messi soit dans cette compagnie à 38 ans, dans son 6e tournoi à l'époque du pressing haut, du suivi GPS et des analystes adverses qui ont étudié chaque frappe de sa dernière décennie, dit quelque chose que les statistiques ne disent pas entièrement. Il a été remplacé avant le coup de sifflet final, conformément à la gestion d'effectifs de Scaloni sur les 2 matchs. Il est sorti sous une ovation debout jusqu'à ce que le 4e arbitre indique le temps additionnel. Son remplaçant, Julian Alvarez, avait 12 minutes pour ajouter à ce que laissait le détenteur du record. Le tournoi de l'Autriche n'est pas terminé. Elle jouera son dernier match de groupe avec obligation de résultat. Rangnick aura son équipe prête, organisée et motivée, comme toujours sous sa direction. Danso récupérera. Sabitzer courra encore. Seiwald trouvera les espaces. Le groupe n'est pas décidé. Mais le 22 juin 2026 restera dans les mémoires pour une chose avant toutes les autres, quoi qu'il arrive ensuite. Un homme qui joue au football professionnel depuis son adolescence à Rosario, en Argentine, qui a quitté sa maison à 13 ans pour un centre de formation à Barcelone, qui a gagné tous les grands trophées du football de club, qui a passé toute sa carrière à entendre qu'il lui manquait une Coupe du Monde. Cet homme est désormais le plus grand buteur de l'histoire du tournoi. Il a manqué un pénalty pour y arriver. 30 minutes plus tard, il est revenu et a marqué quand même. C'est au fond le résumé le plus honnête de ce que Lionel Messi a toujours été. Le record lui appartient. Les questions sur l'institution qui l'entoure, sur ses décisions, sur sa gouvernance et sur la confiance que le public peut encore lui accorder restent largement ouvertes. Et le tournoi ne fait que commencer.